3 heures du matin. Le réveil digital projetait ses chiffres rouges dans l'obscurité de notre chambre. Céline dormait à côté de moi, ses cheveux blonds répandus sur l'oreiller comme un voile doré. 15 ans de mariage, et je croyais encore connaître chaque soupir de son sommeil, chaque mouvement de son corps contre le mien. Cette nuit-là, j'avais tort. Maxime. Le prénom avait glissé de ses lèvres comme une caresse, murmuré dans un souffle chaud contre son oreiller. Un prénom que je n'avais jamais entendu. Un prénom qui n'était pas le mien. Mon sang s'est glacé. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde qui m'a paru une éternité. Céline continuait de dormir, inconsciente de la bombe qu'elle venait de lâcher dans notre lit conjugal. Son visage portait cette expression de sérénité que je lui connaissais si bien, cette douceur qui m'avait fait tomber amoureux d'elle lors de cette conférence sur le marketing digital à Lyon, il y a 17 ans. Je m'appelle Thomas Martineau. J'ai 42 ans, je dirige une petite agence de communication spécialisée dans l'éducation en ligne, et jusqu'à cette nuit, je pensais avoir une vie parfaite. Une villa dans les Yvelines achetée grâce à un crédit immobilier négocié au bon moment, un portefeuille d'investissement qui nous assurait un revenu passif confortable, et surtout, Céline. Ma Céline, consultante en stratégie digitale, brillante, élégante, celle qui savait optimiser le roi de n'importe quelle campagne comme elle savait optimiser notre bonheur conjugal. Du moins, c'est ce que je croyais. Maxime, Cette fois, le murmure était accompagné d'un sourire. Un sourire que je reconnaissais. Le même qu'elle avait eu lors de notre lune de miel aux Maldives, le même qu'elle arborait parfois le matin après nos nuits les plus tendres. Mais ce sourire, cette nuit, n'était pas pour moi. J'ai tenté de me rendormir, de me convaincre que c'était le fruit de mon imagination, le résultat d'une journée trop chargée passée à finaliser un contrat avec une plateforme e-learning prometteuse. Mais impossible d'effacer ce prénom de ma mémoire. Maxime. Qui était ce Maxime qui hantait les rêves de ma femme? Le lendemain matin, Céline s'est levée comme d'habitude. Toujours cette même routine parfaitement huilée, douche, café, consultation de ses emails sur son iPhone dernier cri, vérification de ses campagnes publicitaires en cours. Elle portait ce tailleur anthracite que j'adorais, celui qui épousait parfaitement ses formes et qui lui donnait cette assurance naturelle que tous ses clients lui enviaient. « Tu as bien dormi, chérie ?» m'a-t-elle demandé en déposant un baiser distrait sur mon front. « Chérie. » Pas Maxime. J'ai scruté son visage, cherchant une trace de gêne, de culpabilité, n'importe quel indice qui aurait pu trahir la vérité de cette nuit. Rien. Son regard noisette était limpide, son sourire authentique. Céline était une excellente communicante, capable de vendre n'importe quelle idée à n'importe quel client, mais elle n'avait jamais su me mentir. En tout cas, c'est ce que je pensais. Oui, très bien, ai-je répondu, testant le terrain. Tu as fait des rêves? Elle a haussé les épaules avec cette nonchalance étudiée qu'elle maîtrisait à la perfection. Aucun souvenir. Tu sais bien que je ne rêve jamais. Mensonge. Céline avait toujours été une grande rêveuse. Elle me racontait ses songes les plus fous au petit déjeuner, ses histoires délirantes où nous voyagions dans des pays imaginaires ou où elle devenait une influenceuse mode suivie par des millions d'abonnés. Depuis quand avait-elle cessé de partager ses rêves avec moi? J'ai observé ses gestes pendant qu'elle préparait son café. Ses mains tremblaient légèrement. Détail infime, mais que mon œil affûté par 15 ans de vie commune n'a pas manqué. Céline ne tremblait jamais. Même lors de ses présentations les plus importantes devant des comités d'investisseurs, elle gardait un self-control parfait. Tu as une grosse journée aujourd'hui? La routine. 3 rendez-vous clients, un shooting pour une campagne beauté avec cette nouvelle influenceuse dont je t'ai parlé, et une conférence call avec l'équipe de retargeting. Nouvelle influenceuse? Je ne me souvenais pas qu'elle m'en ait parlé. Mais peut-être avais-je mal écouté. Ces derniers mois, j'étais tellement absorbé par le développement de ma propre affaire que je n'accordais plus la même attention aux détails de son travail. Elle a attrapé son sac Hermès, un investissement qu'elle justifiait toujours par l'importance de l'image dans son secteur, et s'est dirigée vers la porte. Au moment où elle allait sortir, elle s'est retournée. Au fait, je rentrerai peut-être un peu tard ce soir. Cette campagne beauté demande plus de temps que prévu. Nouvelle information. Habituellement, Céline était d'une ponctualité suisse. Ses journées étaient chronométrées à la minute près, optimisées comme ses campagnes publicitaires. Cette soudaine flexibilité dans son emploi du temps avait quelque chose de suspect. Pas de problème. J'en profiterai pour réviser les termes de notre assurance auto. Je pense qu'on peut négocier une meilleure prime. Elle a hoché la tête distraitement et a disparu derrière la porte.
J'ai entendu le ronronnement de sa BMW décroître dans l'allée, puis le silence est retombé sur notre maison. Notre maison. 3000 mètres carrés de terrain, 4 chambres, un bureau aménagé pour nos activités professionnelles respectives, une piscine que nous utilisions de moins en moins. Un investissement immobilier intelligent qui nous avait permis de constituer un patrimoine solide. Mais soudain, entre ces murs que je croyais témoins de notre bonheur, je me sentais étranger. J'ai passé la journée à tourner en rond, incapable de me concentrer sur les dossiers en cours. Mes pensées revenaient sans cesse à ce prénom. Maxime. Qui était-il? Un client? Un ami? Ah! Non. Je refusais d'envisager cette hypothèse. Céline et moi avions traversé des périodes difficiles, comme tous les couples. Les débuts chaotiques de nos entreprises respectives, les échecs de certains projets, les nuits blanches passées à équilibrer nos finances, à jongler entre les investissements et les liquidités disponibles. Mais nous nous en étions toujours sortis ensemble. Notre couple était solide, bâti sur la confiance mutuelle et une attraction qui n'avait jamais faibli. Pourtant, un détail me revenait en mémoire. Il y a 3 mois, Céline avait commencé à s'intéresser davantage à son apparence physique. Nouveau parfum, nouvelle tenue, abonnement dans une salle de sport haut de gamme. Elle prétendait que c'était pour son image professionnelle, pour ses collaborations avec les marques de mode et de beauté qu'elle conseillait. Argument recevable. Dans son milieu, l'apparence était effectivement cruciale. Mais il y avait eu d'autres changements. Plus subtils. Ses horaires de travail qui s'étendaient progressivement. Ses week-ends parfois interrompus par des urgences clients. Son téléphone qu'elle consultait plus fréquemment, qu'elle gardait désormais toujours à portée de main, même sous la douche. 18 heures. Céline aurait dû rentrer. J'ai composé son numéro. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Céline Martineau. Je suis actuellement indisponible mais... Messagerie. Alors qu'elle répondait habituellement à la première sonnerie quand c'était moi qui appelais. 19 heures. 20 heures. Toujours rien. J'ai ouvert une bouteille de Chablis, celui que nous gardions pour les occasions spéciales, et je me suis installé dans le salon. De là, j'avais une vue parfaite sur l'allée. J'attendais. Comme un mari inquiet attend sa femme en retard. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas de l'inquiétude qui me tenaillait. C'était autre chose. Plus sombre. Plus corrosif. 21h30. Les phares de la BMW ont enfin balayé le portail. Céline est entrée, ses talons claquant sur le parquet. Elle avait ce sourire légèrement flottant que je lui connaissais après ses soirées réussies avec ses clients. Mais quelque chose clochait. Son maquillage était intact. Trop intact pour une femme qui venait de passer 13 heures en rendez-vous et en shooting. Bonsoir, chérie. Désolé pour le retard. Cette campagne était plus complexe que prévu. Elle s'est approchée pour m'embrasser. Et là, j'ai senti. Ce parfum. Pas le sien. Une fragrance masculine, subtile mais distincte. Hugo Boss, peut-être. Ou Armani. Une odeur que je ne connaissais pas, qui n'avait rien à faire sur la peau de ma femme. Mon sang s'est mis à bouillir, mais j'ai gardé un visage impassible. 15 ans de négociations commerciales m'avaient appris à maîtriser mes émotions, à ne jamais révéler mon jeu trop tôt. Cette nouvelle campagne a l'air passionnante. Tu peux me parler de cette influenceuse? Céline a marqué une hésitation. Infime, mais perceptible. Tu sais, le milieu habituel. Mode, beauté, lifestyle. Rien d'extraordinaire. Comment s'appelle-t-elle? Manon. Manon Dubois. Elle a environ 200 000 followers sur Instagram. Mensonge. Je le sentais dans sa voix, dans la façon dont ses yeux ont évité les miens une fraction de seconde de trop. Céline mentait. Ma femme, qui n'avait jamais su me cacher quoi que ce soit, me mentait en me regardant droit dans les yeux. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir. J'ai attendu que sa respiration devienne régulière, que son corps se détende complètement contre le matelas. Et puis j'ai attendu encore. 2h53. Maxime. Le prénom a jailli de ses lèvres comme une évidence, comme un mot qui lui brûlait la langue depuis des heures. Cette fois, je n'ai pas sursauté. J'ai écouté. Attentivement. Maxime, j'ai envie de toi? Les mots m'ont frappé comme des gifles. Ma propre femme, dans notre lit conjugal, murmurait des mots d'amour à un autre. La rage est montée en moi, pure et brûlante. J'ai serré les poings, j'ai eu envie de la secouer, de lui hurler de me dire la vérité. Mais je me suis contenu. Car soudain, un plan prenait forme dans mon esprit. Un plan froid, méthodique.
Si Céline jouait avec moi, si elle me prenait pour un mari aveugle et complaisant, elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle parte au bureau. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire, j'ai fouillé dans ses affaires. Son ordinateur portable était verrouillé par un mot de passe. Mot de passe que je connaissais parfaitement, la date de notre première rencontre. Mais quand j'ai tapé les chiffres, l'accès m'a été refusé. Céline avait changé son code. J'ai tenté plusieurs combinaisons. Notre date de mariage, mon anniversaire, celui de sa mère. Rien. Puis, pris d'une intuition morbide, j'ai essayé, Maxime 123. L'ordinateur s'est déverrouillé. La vérité était là, sous mes yeux. Dans l'historique de navigation, dans les cookies, dans les recherches récentes. Des sites de rencontres. Des hôtels. Des restaurants que nous n'avions jamais fréquentés ensemble. Et surtout, des traces de recherche sur un certain Maxime Durand, photographe professionnel. Photographe. Pas influenceuse. Photographe. J'ai noté soigneusement toutes les informations. Adresse, numéro de téléphone, planning des rendez-vous. Céline était méthodique dans sa trahison, elle avait archivé chaque détail de sa double vie. En fin d'après-midi, j'ai reçu un SMS de ma femme, encore du retard ce soir. Shooting qui s'éternise. Ne m'attends pas pour dîner. Cette fois, je ne suis pas resté à la maison. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'à l'adresse que j'avais trouvée dans l'ordinateur de Céline. Un loft dans le 11e arrondissement, dans un immeuble industriel reconverti. Atelier de photographie au 3e étage. La BMW de Céline était garée juste en face. Je suis resté dans ma voiture, à observer l'immeuble. À 22h, j'ai vu de la lumière s'allumer aux fenêtres du 3e étage. Puis s'éteindre. Puis se rallumer dans ce qui ressemblait à une chambre. Mon téléphone a vibré. SMS de Céline, rentrant maintenant. Bonne nuit chérie. Il était minuit passé. Elle n'était pas en train de rentrer. Elle était là-haut, dans les bras de ce Maxime, à jouer la comédie de l'épouse parfaite par messages interposés. J'ai photographié la BMW, l'immeuble, les fenêtres éclairées. Puis je suis rentré chez moi, j'ai ouvert l'ordinateur de Céline et j'ai commencé mes recherches approfondies sur Maxime Durand. 35 ans, photographe spécialisé dans la mode et la beauté, divorcé depuis 2 ans. Son portfolio en ligne révélait un homme séduisant, le type même du créatif parisien qui fait chavirer les femmes en quête de nouveautés. Son site web mentionnait des collaborations avec de grandes marques, des shootings pour des magazines prestigieux. Un profil exactement inverse du mien. Là où j'étais stabilité et sécurité financière, il était passion et créativité. J'ai passé des heures à éplucher sa présence digitale, à analyser son branding personnel, à comprendre sa stratégie de séduction. Car c'était bien de ça qu'il s'agissait, une stratégie. Cet homme-là savait exactement comment attirer les femmes mariées en manque de sensations. En croisant les informations, j'ai découvert que Céline et Maxime s'étaient rencontrés lors d'un salon professionnel il y a 4 mois. Elle avait été engagée pour optimiser la stratégie digitale d'une marque de cosmétiques, lui pour réaliser les visuels de la campagne. Une collaboration professionnelle qui avait manifestement dérapé. 4 mois. Cela coïncidait parfaitement avec les changements que j'avais remarqués chez ma femme. Les nouveaux parfums, les retards répétés, cette distance subtile qui s'était installée entre nous. À 3h du matin, Céline est rentrée. Je faisais semblant de dormir, mais j'ai entendu chacun de ses gestes. La douche qu'elle a prise pour effacer les traces, sans doute. Le bruit de sa brosse à dents. Ses pas feutrés dans la chambre. Elle s'est glissée dans le lit avec des précautions infinies. Maxime. Cette fois, le prénom n'est pas sorti de ses lèvres endormies. Elle était parfaitement éveillée. Elle testait ma réaction. Elle voulait savoir si je l'avais entendu les nuits précédentes. J'ai continué à faire semblant de dormir, mais mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'elle pouvait l'entendre. Au bout de quelques minutes, elle a recommencé. Maxime, je t'aime. Ces mots m'ont transpercé comme des lames. 15 ans de mariage, et ma femme murmurait des mots d'amour à un autre homme dans notre lit conjugal, en testant mes réactions. Le cynisme de la situation me coupait le souffle. Mais j'ai gardé le silence. Car maintenant, j'avais un plan. Les jours suivants ont pris une texture différente, comme si la réalité s'était légèrement décalée. Chaque geste de Céline, chaque mot, chaque silence prenait une dimension nouvelle sous mon regard devenu scrutateur. J'étais devenu un espion dans ma propre maison, un détective privé enquêtant sur sa propre vie. Le mercredi matin,
elle a annoncé qu'elle devait se rendre à une masterclass sur les nouvelles tendances du marketing d'influence. Thème: optimiser le roi des campagnes beauté sur les réseaux sociaux. L'événement se déroulait prétendument dans un hôtel de la Défense. C'est organisé par qui? Ai-je demandé innocemment en beurrant ma tartine. Une agence parisienne. Tu ne connais pas? Mensonge numéro 1 de la journée, et il n'était que 8 heures du matin. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai vérifié. Aucune masterclass de ce type n'était programmée ce jour-là dans la région parisienne. J'ai épluché tous les sites spécialisés, toutes les plateformes e-learning, tous les centres de formation. Rien. À 10 heures, j'ai reçu son premier message: matinée passionnante. Beaucoup d'insights sur le retargeting des millénials. À midi, pause déjeuner. Les intervenants sont brillants. À 15 heures, session sur l'optimisation des budgets publicitaires. Je prends des notes pour nos prochaines campagnes. Chaque message était envoyé avec un timing parfait, espacé de manière à donner l'illusion d'une journée de formation classique. Céline orchestrait sa tromperie avec la même précision qu'elle mettait dans ses campagnes marketing. Sauf que cette fois, j'étais la cible. J'ai décidé de vérifier par moi-même. À 16 heures, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu dans le 11e arrondissement, devant l'immeuble de Maxime. La BMW de Céline y était déjà, garée avec cette nonchalance étudiée de celle qui a ses habitudes. Je me suis installé dans un café en face, j'ai commandé un expresso et j'ai observé. De là où j'étais assis, j'avais une vue parfaite sur l'entrée de l'immeuble et sur les fenêtres du 3e étage. Les rideaux étaient tirés, mais je devinais des mouvements derrière. À 18h45, j'ai vu Céline sortir de l'immeuble. Elle avait cette démarche particulière, ce balancement des hanches qui trahissait une satisfaction certaine. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés malgré ses efforts pour les recoiffer. Elle portait cette robe bordeaux que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. Elle a regardé autour d'elle avec prudence avant de monter dans sa voiture. Le geste de quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Puis elle a démarré et a disparu dans la circulation. 5 minutes plus tard, mon téléphone vibrait, formation terminée. Rentrons maintenant. Très enrichissant. Je t'expliquerai. J'ai payé mon café et je suis rentré à la maison. Quand Céline est arrivée, elle rayonnait. Cette luminosité particulière que je ne lui avais plus vue depuis des mois, cette énergie qui émanait d'elle après l'amour. Sauf que cette fois, cette énergie ne venait pas de moi. Alors, cette masterclass, ai-je demandé en l'observant attentivement. Extraordinaire, a-t-elle répondu avec un enthousiasme qui sonnait presque vrai. J'ai appris des techniques révolutionnaires pour optimiser nos investissements publicitaires. Imagine, on peut augmenter notre cash flow de 30% rien qu'en modifiant nos paramètres de ciblage. Elle mentait avec un aplomb déconcertant, mélangeant suffisamment de jargon professionnel crédible pour donner le change. N'importe qui d'autre y aurait cru. Mais moi, je voyais les détails qui clochaient. Cette rougeur sur son cou, juste au-dessus du col de sa robe. Cette façon qu'elle avait de détourner le regard quand elle parlait. Cette nervosité qu'elle essayait de masquer derrière un flot de paroles techniques. Tu as pris des notes? Bien sûr. Elles sont dans la voiture. Je les récupérerai demain. Mensonge. Il n'y avait jamais eu de notes parce qu'il n'y avait jamais eu de formation. Ce soir-là, au dîner, j'ai testé ces mensonges. Je lui ai posé des questions précises sur les intervenants, sur le contenu des sessions, sur les autres participants. Céline répondait avec assurance, inventant au fur et à mesure un univers fictif peuplé de consultants imaginaires et de techniques marketing révolutionnaires. Elle était douée. Très douée. Trop douée pour quelqu'un qui était censé découvrir l'art du mensonge. Cette nuit-là, elle n'a pas murmuré le prénom de Maxime. À la place, elle a murmuré des mots sans suite, des fragments de phrases qui révélaient ses pensées véritables. Si bon, encore. Thomas ne sait rien. Thomas ne sait rien. Ma propre femme parlait de moi à la 3e personne, me réduisant au statut d'obstacle inconscient à son bonheur adultère. Le lendemain, j'ai commencé mon enquête approfondie. Je me suis inscrit sur LinkedIn sous un faux nom et j'ai consulté le profil professionnel de Maxime Durand. Photographe brillant, portfolio impressionnant, réseau étendu dans le milieu de la mode et de la beauté. Ses références clients incluaient plusieurs marques prestigieuses, exactement le type d'entreprise avec lesquelles Céline travaillait. J'ai découvert qu'ils avaient de nombreux contacts communs. Des directeurs artistiques, des responsables marketing, des influenceuses mode que Céline conseillait régulièrement. Leur rencontre n'était pas le fruit du hasard.
Ils évoluaient dans le même écosystème professionnel, fréquentaient les mêmes événements, travaillaient avec les mêmes clients. Pire, en croisant leurs agendas publics, j'ai réalisé qu'ils s'étaient croisés bien avant ce fameux salon professionnel d'il y a 4 mois. Des likes mutuels sur Instagram remontant à 8 mois, des commentaires échangés sur des publications professionnelles, des participations aux mêmes conférences. Leur relation ne datait pas de 4 mois. Elle était bien plus ancienne. J'ai passé l'après-midi à reconstituer leur historique numérique. Réseaux sociaux, événements professionnels, collaborations croisées. Le portrait qui émergeait était celui d'une séduction orchestrée sur le long terme, d'une stratégie patiente et méthodique. Maxime Durand n'était pas le genre d'homme à se contenter d'aventures sans lendemain. Son profil révélait quelqu'un d'ambitieux, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Et manifestement, ce qu'il voulait, c'était ma femme. Le vendredi soir, Céline a annoncé qu'elle devait travailler le week-end. Urgence client, selon ses termes. Une campagne beauté qui nécessitait des ajustements de dernière minute. Quel client ? Ai-je demandé. Lumina Cosmétiques. Tu ne connais pas, c'est une marque émergente. J'ai vérifié. Lumina Cosmétiques existait effectivement, mais leur dernière campagne datait de 6 mois et n'avait pas été gérée par l'agence de Céline. Nouveau mensonge. Le samedi matin, je l'ai suivie. Cette fois, elle ne s'est pas rendue directement chez Maxime. Elle a d'abord fait un détour par les Galeries Lafayette, où elle a acheté de la lingerie. Lingerie que je n'avais jamais vue, dans une boutique où nous n'allions jamais ensemble. Puis elle s'est arrêtée chez un fleuriste et a acheté un bouquet de pivoine blanche. Les fleurs préférées de Maxime, selon son profil Instagram. Enfin, elle s'est rendue dans une épicerie fine et a acheté du champagne. Veuve Clicquot, millésime 2015. Celui-là même que nous avions bu le jour de notre mariage. Chaque achat était une trahison supplémentaire, une profanation de notre histoire commune. Ma femme reproduisait avec son amant les gestes intimes de notre couple, recyclait nos codes amoureux pour sa nouvelle histoire. Je l'ai suivie jusqu'à l'immeuble de Maxime. Elle est montée avec ses paquets, légère et insouciante. De ma voiture, j'ai vu les fenêtres du 3e étage s'illuminer. J'ai imaginé la scène, les fleurs dans un vase, le champagne au frais, la lingerie jetée négligemment sur un fauteuil. Mon téléphone a vibré. Message de Céline, journée très chargée. Probably rentrerai tard. Commande-toi quelque chose. Probably. Depuis quand Céline mélangeait l'anglais et le français dans ses messages personnels? Depuis qu'elle fréquentait un photographe qui travaillait avec des marques internationales, apparemment. J'ai attendu jusqu'à 19h, puis je suis rentré chez moi. Notre maison me semblait soudain immense et vide. Chaque objet me rappelait notre histoire commune, chaque photo sur les meubles témoignait d'un bonheur que je croyais réel. J'ai ouvert une bouteille de whisky, un Macallan 18 ans que nous gardions pour les grandes occasions, et je me suis installé dans mon bureau. De là, j'ai commencé à planifier ma revanche. Car il ne s'agissait plus seulement de découvrir la vérité. La vérité, je la connaissais. Il s'agissait maintenant de décider quoi en faire. Céline me prenait manifestement pour un mari naïf et complaisant, trop absorbé par ses investissements et sa gestion de portefeuille pour remarquer ses infidélités. Elle misait sur ma prévisibilité, sur cette stabilité qui l'avait séduite 15 ans plus tôt et qui l'ennuyait aujourd'hui. Elle avait tort. Gravement tort. J'ai ouvert un fichier Excel et j'ai commencé à lister méthodiquement tous les éléments en ma possession. Date, lieu, mensonge, preuves photographiques, traces numériques. Puis j'ai créé un second tableau, nos finances communes. Compte joint, investissement partagé, biens immobiliers, contrat d'assurance, liquidité disponible. Si Céline voulait jouer, nous allions jouer. Mais selon mes règles. Le dimanche soir, elle est rentrée avec cette même expression de satisfaction béate. Elle portait un nouveau parfum plus subtil que le précédent, mais tout aussi révélateur. Dans son sac, j'ai aperçu un petit écrin velours. Cadeau de Maxime, sans doute. Tu as passé une bonne journée ? Ai-je demandé avec une sollicitude feinte. Épuisante mais productive. Cette campagne avance enfin dans la bonne direction. Tant mieux. J'ai une bonne nouvelle, j'ai réussi à négocier une réduction de 15% sur notre prime d'assurance auto. Ça va optimiser notre cash flow mensuel. Céline a hoché la tête distraitement. Les questions financières ne l'intéressaient plus. Normal, elle pensait déjà à sa sortie de secours, à la nouvelle vie qu'elle construisait en parallèle. Au fait, ai-je ajouté comme si l'idée me venait spontanément, j'ai croisé Marc Dubois hier. Il m'a dit que sa fille Manon avait arrêté Instagram. Problème avec les réseaux sociaux,
paraît-il. Céline a pâli. Manon Dubois, l'influenceuse fictive qu'elle avait inventée pour justifier ses retards. Ah, oui, c'est dommage, a-t-elle bégayé. Tu travaillais bien avec elle, non? Pour cette campagne beauté? Oui, non, c'était juste une consultation. Rien d'important. Elle s'enfonçait dans ses mensonges, s'embrouillait dans ses propres fictions. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de reprendre l'avantage. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir en attendant ces murmures révélateurs. Ils sont venus vers 3 heures du matin, plus explicites que jamais. Maxime, j'ai envie de tout quitter? Thomas ne comprend rien, il ne voit rien? Thomas ne voit rien. Si elle savait. J'ai serré les dents et j'ai continué à feindre le sommeil. Mais dans ma tête, les rouages de la vengeance s'activaient. Céline croyait me connaître, prévoir mes réactions, anticiper mes mouvements. Elle allait découvrir qu'un mari trahi peut devenir imprévisible. Le lundi matin, elle a reçu un appel qu'elle a pris dans la cuisine, croyant que j'étais sous la douche. Mais j'étais dans l'escalier, et j'entendais parfaitement sa conversation. Oui, chérie. Non, il ne soupçonne rien. Tu as raison, il est tellement préoccupé par ses histoires de rendement et de portefeuille, samedi prochain? Parfait. J'inventerai quelque chose, une formation à Bordeaux. Peut-être, oui, je t'aime aussi. Samedi prochain. Une formation à Bordeaux. Je notais mentalement chaque élément. Quand je suis descendu prendre mon café, Céline était redevenue l'épouse parfaite. Souriante, attentionnée, me demandant si j'avais bien dormi, si ma journée s'annonçait chargée. Justement, ai-je dit, j'ai peut-être une bonne nouvelle côté business. Un gros contrat avec une plateforme e-learning internationale. Si ça se concrétise, ça va considérablement augmenter nos revenus passifs. Les yeux de Céline ont brillé. L'argent l'intéressait encore, même si son cœur était ailleurs. C'est formidable, chérie. Tu peux me donner des détails? Pas encore. Tout est confidentiel pour le moment. Mais si ça marche, on pourra envisager de nouveaux investissements. Peut-être même une résidence secondaire. J'inventais, bien sûr. Mais je voulais tester sa réaction, voir si l'appât du gain pouvait encore la retenir. Elle a semblé troublée. Partagée entre sa nouvelle passion et les avantages financiers de notre mariage. Exactement la réaction que j'espérais. Une résidence secondaire? Où ça? J'ai repéré quelques opportunités en Provence. Le marché immobilier y est encore accessible et le potentiel de valorisation excellent. Céline réfléchissait. Je voyais les calculs qui s'opéraient dans sa tête. Quitter un mari prospère au moment où ses affaires décollaient n'était peut-être pas la décision la plus stratégique. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Thomas Martineau? Lui-même. Maxime Durand. Je crois qu'il faut qu'on se parle. Le sang s'est glacé dans mes veines. Céline, qui venait d'entendre le nom, était devenue livide. Je vous écoute, ai-je répondu d'une voix que j'espérais calme. Pas au téléphone. Retrouvons-nous. Café de la Paix, 15 heures. Vous me reconnaîtrez facilement. Il a raccroché. Céline me fixait, pétrifiée. Qui était-ce? A-t-elle demandé d'une voix blanche. Un photographe. Pour un projet professionnel. 15 heures. Café de la Paix. J'étais arrivé en avance, j'avais choisi une table d'angle qui me permettait d'observer l'entrée tout en gardant le dos protégé. Vieille habitude de négociateur, ne jamais se mettre en position de faiblesse. Maxime Durand est entré à 15 heures pile. Grand, élégant, ce charisme naturel que procure la jeunesse et la certitude de plaire. Il m'a repéré immédiatement, sans doute avait-il fait ses recherches lui aussi, et s'est dirigé vers ma table avec cette assurance décontractée des séducteurs professionnels. Thomas, a-t-il dit en s'asseyant sans me serrer la main. Maxime. Nous nous sommes jaugés en silence pendant quelques secondes. J'étudiais l'homme qui couchait avec ma femme, qui recevait ses confidences, qui connaissait ses secrets les plus intimes. Physiquement, il était tout ce que je n'étais pas. Créatif là où j'étais rationnel, spontané là où j'étais méthodique, artistique là où j'étais financier. Café, ai-je proposé avec un calme fin. Ce n'est pas pour boire un café que nous sommes là. Il avait cette façon directe de parler qui devait séduire les femmes lassées des circonvolutions masculines habituelles. Céline avait toujours reproché aux hommes d'affaires leur tendance à tourner autour du pot. Maxime, lui, allait droit au but. Alors, parlons, ai-je répondu. Céline va vous quitter. Les mots sont tombés comme un couperet. Pas de préambule, pas de ménagement. Une brutalité calculée pour me déstabiliser. Ah?
Elle va vous demander le divorce dans 15 jours. Elle préfère que vous le sachiez à l'avance. Par respect pour votre histoire commune. Par respect. Le mot était savoureux dans la bouche d'un homme qui baisait l'épouse d'un autre depuis des mois. Et vous êtes son porte-parole? Elle n'osait pas vous l'annoncer elle-même. Elle a peur de votre réaction. Quelle réaction? Maxime a marqué une pause, comme s'il hésitait à révéler quelque chose d'important. Elle pense que vous pourriez mal réagir financièrement. Bloquer les comptes, liquider les investissements, ce genre de choses. Intéressant. Céline avait donc étudié les implications économiques de notre séparation. Elle anticipait mes mouvements, essayait de limiter les dégâts patrimoniaux. Mais elle avait commis une erreur tactique en envoyant son amant négocier à sa place. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je ne vais pas mal réagir, comme vous dites? Parce que vous êtes un homme intelligent. Et que les hommes intelligents savent reconnaître quand une bataille est perdue. Il avait cette arrogance tranquille de celui qui se croit en position de force. Cette assurance de l'amant qui pense avoir gagné la guerre parce qu'il a conquis le cœur. Une bataille perdue? Céline ne vous aime plus. Elle ne vous aime plus depuis longtemps. Vous le savez au fond de vous. Les mots faisaient mal, mais pas autant qu'il l'espérait. La douleur de la trahison s'était muée en quelque chose de plus froid, de plus dur. Une détermination que Maxime ne soupçonnait pas. Et vous, vous l'aimez? Évidemment. Au point de l'épouser? Il a hésité une fraction de seconde. Juste assez pour que je comprenne que le mariage n'était pas dans ses projets immédiats. Au point de la rendre heureuse, a-t-il fini par répondre. Avec quels moyens? Votre métier de photographe vous permet d'entretenir le train de vie auquel Céline est habituée? Coup bas, mais efficace. J'ai vu une ombre passer dans ses yeux. Maxime gagnait convenablement sa vie, mais il n'avait pas les moyens de maintenir Céline dans le confort matériel que nos investissements et notre patrimoine lui assuraient. L'argent n'est pas tout, a-t-il répliqué. Non, mais il aide. Surtout pour une femme comme Céline. Vous ne la connaissez pas. 15 ans de mariage contre quelques mois d'adultère. Qui de nous deux la connaît le mieux? Le ton montait imperceptiblement. Maxime commençait à perdre son calme olympien. Ces 15 années, justement. Elles l'ont ennuyé. Votre routine, votre prévisibilité, votre obsession pour les chiffres et les rendements. Ma stabilité, vous voulez dire. Cette stabilité qui lui permet de s'acheter des sacs Hermès et de conduire une BMW. Elle est prête à renoncer à tout ça pour moi. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notre banque. D'un geste théâtral, j'ai montré l'écran à Maxime. Voici le solde de nos comptes joints. Voici la valeur estimée de notre portefeuille d'investissement. Voici l'évaluation de nos biens immobiliers. Au total, nous parlons d'un patrimoine de 2 300 000 €. Les yeux de Maxime se sont écarquillés. Il ne s'attendait manifestement pas à des montants aussi élevés. Céline est prête à renoncer à la moitié de cette somme pour vos beaux yeux? Elle ne m'a jamais parlé d'argent. Parce qu'elle ne manque de rien. Facile d'être romantique quand tous ses besoins matériels sont satisfaits. Maxime accusait le coup. Je voyais les doutes s'installer dans son esprit. Avait-il vraiment mesuré les conséquences financières de son histoire d'amour? Vous essayez de m'intimider? Je vous informe. Nuance. Et si je vous disais que votre argent ne m'impressionne pas? Je vous répondrais que ce n'est pas vous qu'il faut convaincre, mais Céline. J'ai rempoché mon téléphone et j'ai adopté un ton plus conciliant. Écoutez, Maxime. Je ne vous en veux pas personnellement. Vous êtes tombé amoureux d'une femme remarquable, c'est compréhensible. Mais vous sous-estimez la complexité de la situation. Quelle complexité? Elle ne vous aime plus, c'est simple. Simple? Vous croyez vraiment que 15 ans de vie commune se résument à ça? Nous avons des investissements croisés, des projets communs, des engagements financiers qui nous lient pour des années. Tout ça peut se régler. Bien sûr. Mais à quel prix? Et dans quelles conditions? Je me suis penché vers lui, adoptant le ton du négociateur expérimenté. Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer si Céline me demande le divorce. D'abord, je vais contester. Pas par amour, par principe. Ensuite, mes avocats vont éplucher nos finances, et ils découvriront que Céline a utilisé nos fonds communs pour financer sa liaison avec vous. Hôtel, restaurant, cadeaux, vêtements, tout ça sera considéré comme un détournement d'actifs matrimoniaux. Maxime pâlissait à vue d'œil. Ensuite, ils vont enquêter sur votre situation personnelle. Vos revenus, vos dettes,
votre capacité à subvenir aux besoins de Céline. Et devinez ce qu'ils vont découvrir? Je n'ai rien à cacher. Vraiment? Pas de dette fiscale? Pas de retard de paiement? Pas de contentieux avec d'anciens clients? Dans votre milieu, les photographes indépendants ont souvent des situations administratives complexes. J'inventais, mais son expression me confirmait que j'avais visé juste. Enfin, mes conseils financiers vont tout faire pour préserver notre patrimoine commun. Transfert d'actifs, modification de contrats, réorganisation de nos investissements. Le temps que la procédure aboutisse, Céline se retrouvera avec beaucoup moins que ce qu'elle espère. Vous la menacez? Je lui explique la réalité. Une réalité qu'elle ne semble pas avoir envisagée. Maxime restait silencieux, digérant les informations. Je voyais bien qu'il n'avait pas anticipé cette dimension juridique et financière. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il fini par demander. « Du temps. » Pourquoi faire? Pour organiser les choses proprement. Si notre séparation est inévitable, autant qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Pour tout le monde. Combien de temps? 6 mois. 6 mois? Le temps de liquider certains investissements, de renégocier nos contrats d'assurance, de réorganiser notre structure patrimoniale. Le temps aussi que Céline réfléchisse aux conséquences de sa décision. Et pendant ces 6 mois? Elle continue sa vie. Avec vous, si c'est ce qu'elle souhaite. Mais discrètement. Sans précipitation. Maxime réfléchissait. Mon offre avait quelque chose de séduisant. 6 mois pour profiter de Céline sans les contraintes d'un divorce conflictuel. Et si elle refuse? Alors nous irons au tribunal. Et je peux vous garantir que ce sera long, douloureux et coûteux. Pour elle comme pour vous. Vous me faites chanter? Je vous propose un arrangement à l'amiable. Nuance. Il s'est levé, manifestement ébranlé par notre conversation. Je vais lui en parler. Faites donc. Vous ne lui direz pas qu'on s'est vu? Cela dépendra de sa réaction à votre proposition. Il est parti sans me serrer la main. Je l'ai regardé s'éloigner, satisfait de l'effet produit. Maxime n'était plus l'amant conquérant qui était entré dans ce café. Il était devenu un homme inquiet, conscient que sa belle histoire d'amour avait des implications qu'il n'avait pas prévues. Le soir même, Céline était particulièrement tendue. Elle consultait son téléphone toutes les 5 minutes, décrochait à la première sonnerie quand Maxime l'appelait, s'isolait pour répondre. « Tout va bien » ai-je demandé avec une sollicitude feinte. « Oui, oui. Juste un client difficile. »« Quel client ?»« Oh, tu ne connais pas. Une marque de cosmétiques. Ils changent d'avis toutes les 5 minutes sur leur stratégie digitale. » Mensonge habituel. Mais cette fois, elle mentait avec moins d'assurance. Maxime avait dû lui faire part de notre rencontre, et elle se demandait ce que je savais exactement. Vers 22h, elle a prétexté une urgence pour sortir. Conférence call avec un client américain, selon ses termes. À cette heure-là, les États-Unis étaient en plein après-midi, l'excuse était plausible. Je l'ai suivie. Elle s'est rendue directement chez Maxime. Cette fois, elle n'a pas pris de précautions particulières, elle n'a pas fait de détour. Elle était pressée de le voir, inquiète sans doute des révélations de notre entretien. Je me suis installé dans ma voiture, de l'autre côté de la rue, et j'ai attendu. Les fenêtres du 3e étage se sont rapidement illuminées. J'imaginais leur conversation, Céline voulant savoir ce que Maxime m'avait dit, lui essayant de la rassurer tout en lui expliquant les complications que j'avais évoquées. Mon téléphone a vibré. Message de Céline, conférence call plus longue que prévu. Ne m'attends pas. Puis, 10 minutes plus tard, tu dors? J'espère que je ne t'ai pas réveillé. Elle testait ma vigilance, voulait s'assurer que j'étais bien endormi chez nous et que je ne risquais pas de découvrir où elle se trouvait réellement. J'ai répondu, oui, je dormais. Bonne conférence. À minuit passé, j'ai vu les lumières s'éteindre au 3e étage. Céline n'allait pas rentrer cette nuit. Elle restait dormir chez son amant, sans doute pour discuter de la situation, pour élaborer une stratégie commune face à mes menaces. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert l'ordinateur de Céline. Cette fois, j'avais un objectif précis, comprendre jusqu'où allait leur complicité, découvrir s'ils avaient déjà élaboré des plans concrets pour leur avenir commun. Ces mails récents révélaient des échanges avec des avocats spécialisés en droit matrimonial. Céline avait déjà pris des renseignements sur les procédures de divorce, sur le partage des biens, sur ses droits en cas de séparation. Elle préparait sa sortie depuis plusieurs semaines. Plus troublant, des recherches sur des appartements à louer dans le 11e arrondissement.
Des visites prévues, des dossiers de candidature préparés. Céline n'envisageait pas seulement de me quitter, elle planifiait déjà sa nouvelle vie avec Maxime. J'ai découvert aussi des échanges avec sa banque personnelle. Elle avait ouvert un compte individuel il y a 2 mois et y avait transféré progressivement ses revenus professionnels. Elle se constituait un pécule de secours, s'assurait une indépendance financière pour la transition. Mais le plus choquant, c'était sa correspondance avec un détective privé. Céline avait engagé quelqu'un pour enquêter sur moi, sur mes affaires, sur mes habitudes. Elle cherchait des éléments compromettants qu'elle pourrait utiliser dans une procédure de divorce. Ma propre femme me faisait espionner. Le rapport du détective était accablant de banalité. Mes journées, mes rendez-vous d'affaires, mes habitudes de consommation, mes trajets quotidiens. Rien de répréhensible, évidemment, mais tout était documenté, analysé, répertorié. Céline connaissait mes moindres faits et gestes mieux que moi-même. La conclusion du rapport était sans appel, sujet menant une vie régulière et prévisible. Aucun élément suspect détecté. Aucune liaison extra-conjugale. Situation financière solide et transparente. Ironie de la situation. Pendant que je découvrais ses infidélités, elle me faisait surveiller pour s'assurer que je ne la trompais pas. À 3 heures du matin, j'ai fermé l'ordinateur et je suis monté me coucher. Notre lit me semblait immense et froid sans Céline. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti vraiment seul. Le lendemain matin, Céline est rentrée vers 8 heures. Elle avait cette mine chiffonnée de celle qui n'a pas dormi, ce teint brouillé que le maquillage ne parvenait pas complètement à masquer. La conférence call s'est bien passée, ai-je demandé innocemment. Longue et complexe. Le décalage horaire, tu sais ce que c'est. Tu es rentré tard. Vers 2 heures. J'espère que je ne t'ai pas réveillé. Nouveau mensonge. Elle n'était pas rentrée du tout. Non, j'ai dormi comme un bébé. Elle m'a regardé avec une attention particulière, essayant de déceler dans mon expression une trace de soupçon ou de colère. Mais je gardais un visage impassible, presque ennuyé. Thomas. Oui. Est-ce que tu es heureux? La question m'a pris de court. Pas par son contenu, mais par son timing. Céline testait le terrain, essayait de comprendre si j'étais satisfait de notre vie commune ou si j'aspirais moi aussi à un changement. Pourquoi cette question? Comme ça. On ne se parle plus beaucoup ces temps-ci. Chacun dans ses affaires, dans ses projets. Je me demandais si tu étais épanouie. Et toi? Tu es heureuse? Elle a hésité. Une hésitation qui en disait long sur son état d'esprit. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? J'ai l'impression qu'on s'éloigne. Que notre couple devient fonctionnel. Fonctionnel. Le mot était révélateur. Pour Céline, notre mariage s'était mué en association d'intérêts, en partenariat financier dénué de passion. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Plus de spontanéité. De surprise. De quoi? De désir. Le mot était lâché. Céline me reprochait implicitement de ne plus la désirer, de ne plus lui faire ressentir cette attraction physique qu'elle retrouvait ailleurs. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Ai-je répondu. Quoi? Que tu sois honnête avec moi. Elle a pâli. Mes mots avaient porté. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de particulier. Juste, de l'honnêteté. Dans un couple, c'est important, non? Bien sûr. Parfait. Alors nous sommes d'accord. J'ai terminé mon café et je suis parti au bureau, la laissant seule avec ses interrogations. Céline devait se demander si mes paroles cachaient une connaissance de ses infidélités ou si j'exprimais simplement un vague malaise conjugal. Cette incertitude allait être ma meilleure arme. Les jours suivants ont pris une couleur particulière. Céline marchait sur des œufs, scrutant chacune de mes paroles, chacun de mes gestes, cherchant à déceler si je soupçonnais quelque chose. De mon côté, j'orchestrais minutieusement ma stratégie, plaçant mes pions un à un sur l'échiquier de notre mariage en décomposition. Le mardi matin, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. Monsieur Martineau? Cabinet Delacroix et Associés. Maître Delacroix souhaiterait vous rencontrer concernant une affaire qui vous concerne personnellement. Bernard Delacroix. L'un des meilleurs avocats en droit matrimonial de Paris. Céline avait donc franchi le pas, elle avait officiellement consulté pour engager une procédure de divorce. Quand Maître Delacroix peut-il me recevoir? Cet après-midi, si vous êtes disponible. Parfait. 15 heures? Nous vous attendons. J'ai raccroché avec un sourire. Céline venait de commettre une erreur tactique majeure. En consultant Delacroix,
Elle révélait ses intentions et me permettait d'anticiper ses mouvements. L'après-midi même, je me suis rendu dans les bureaux feutrés du cabinet, avenue Montaigne. Delacroix m'a reçu dans son bureau lambrissé, derrière une table de travail monumentale qui témoignait de sa réussite professionnelle. Monsieur Martineau, merci d'être venu si rapidement. Je vous écoute, maître. Votre épouse m'a consulté la semaine dernière. Elle souhaite engager une procédure de divorce. Pour quel motif? Désunion irrémédiable. Rien de dramatique, rassurez-vous. Une séparation à l'amiable, si possible. Et qu'attendez-vous de moi? Delacroix a ouvert un dossier et en a sorti plusieurs documents. Madame Martineau préférerait que vous soyez informé de ses intentions avant qu'elle vous en parle directement. Elle redoute une réaction émotionnelle de votre part. Quel genre de réaction? Vous savez, les hommes d'affaires ont parfois tendance à vouloir protéger leurs intérêts financiers quand ils se sentent menacés. Blocage de compte, modification de contrat, liquidation d'actifs. Ce genre de manœuvre qui complique les négociations. Intéressant. Céline anticipait donc mes réactions, essayait de me neutraliser préventivement. Et que propose-t-elle exactement? Un partage équitable. Moitié-moitié sur tous les biens communs. Une séparation propre et rapide. Moitié-moitié? C'est le régime légal. Vous êtes marié sous le régime de la communauté universelle, si je ne me trompe? En effet. Delacroix a sorti une calculatrice et plusieurs documents. D'après les estimations de votre épouse, le patrimoine commun s'élève à environ 2 300 000 €. Immobilier, investissement, liquidité, véhicule, tout compris. Les estimations de mon épouse? Elle a fait expertiser vos biens. Discrètement, bien sûr. Céline m'avait donc fait espionner jusque dans mes finances. Elle connaissait la valeur exacte de chacun de nos investissements, de chacune de nos propriétés. Et cette somme serait donc divisée par 2? C'est ce qu'elle propose. 1 150 000 € chacun. Plus les revenus professionnels futurs qui resteraient individuels, évidemment. Évidemment. J'ai fait mine de réfléchir, calculant mentalement. En réalité, j'analysais la stratégie de Céline. Elle voulait récupérer rapidement sa part du patrimoine pour s'installer avec Maxime, mais elle sous-estimait la complexité de nos montages financiers. Il y a un problème, ai-je fini par dire. Lequel? Cette estimation ne tient pas compte de nos engagements. Quels engagements? Nos investissements ne sont pas tous liquides, loin de là. Nous avons des parts dans des SCPI, des placements bloqués pendant encore 3 ans, des investissements en cours de valorisation. Delacroix prenait des notes. De plus, nous avons des crédits en cours. Le crédit immobilier de la maison, bien sûr, mais aussi des emprunts professionnels que nous avons contractés conjointement pour nos affaires respectives. Des emprunts importants? Environ 400 000 € au total. C'était faux. Nous n'avions plus que 50 000 € de crédit immobilier. Mais Delacroix ne pouvait pas le vérifier sur le champ. Enfin, il y a les implications fiscales. Si nous liquidons nos investissements prématurément, nous aurons des pénalités considérables. Plus-values imposables, pénalités de sortie anticipée. Vous pouvez chiffrer tout cela? Il faudrait faire appel à nos conseillers financiers. Mais grossièrement, je dirais que le patrimoine réellement partageable ne dépasse pas 1 200 000 €. Soit 600 000 € chacun. Delacroix notait scrupuleusement. Je venais de diviser par 2 les attentes de Céline. Bien sûr, ces calculs demandent à être vérifiés, ai-je ajouté. Je peux faire parvenir tous les justificatifs nécessaires à votre cabinet. Ce serait parfait. Il y a autre chose. Oui. Ma femme a-t-elle mentionné ses projets d'avenir? En quel sens? Je veux dire, y a-t-il un tiers dans cette histoire? Delacroix a marqué une hésitation. Il savait quelque chose, mais le secret professionnel lui interdisait de me le révéler directement. Pourquoi cette question? Parce que si c'est le cas, cela change la donne juridiquement. Comment cela? L'adultère reste une faute matrimoniale. Même si ce n'est plus automatiquement un motif de divorce, cela peut influencer les modalités du partage. Surtout si le conjoint adultère a utilisé des fonds communs pour financer sa liaison. Delacroix comprenait où je voulais en venir. Vous avez des éléments? Peut-être. Des dépenses inhabituelles, des factures douteuses, des virements suspects. Mes conseillers financiers ont relevé certaines irrégularités dans notre comptabilité commune.
Nouveau mensonge. Mais efficace. Quel montant? Difficile à dire. Entre 20 et 30 000 euros sur les 6 derniers mois. Hôtel, restaurant, achat de luxe. Des dépenses qui ne correspondent pas à nos habitudes. Vous pourriez le prouver? Facilement. Carte de crédit, facture, relevé bancaire. Tout est tracé. Delacroix réfléchissait. Il calculait les implications de mes révélations sur la stratégie de sa cliente. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Martineau? La même chose que mon épouse, finalement. Une séparation rapide et équitable. Mais sur la base d'une évaluation réaliste de notre patrimoine. Et avec déduction des sommes détournées. Détournées? Utilisées pour financer une liaison extra-conjugale. C'est le terme juridique approprié, non? Delacroix hochait la tête. Il savait que j'avais raison sur le fond. Je vais faire part de vos observations à votre épouse. Parfait. En attendant, je vais demander à mes conseillers de préparer un audit complet de notre situation patrimoniale. Histoire que tout soit clair pour tout le monde. Bien sûr. Je me suis levé, satisfait de l'effet produit. Céline s'attendait à une séparation rapide et lucrative. Elle allait découvrir que les choses étaient plus compliquées qu'elle ne l'imaginait. Le soir même, mon téléphone a sonné. Céline, en larmes. Thomas, il faut qu'on se parle. Je t'écoute. Pas au téléphone. Je rentre. Elle est arrivée 1 heure plus tard, les yeux rouges, le visage défait. Delacroix avait manifestement fait son rapport. Pourquoi tu ne m'as rien dit? A-t-elle attaqué d'emblée. Dis quoi? Pour notre situation financière. Les crédits, les blocages, les pénalités? Tu ne m'as rien demandé. J'ai consulté un avocat. Je sais. Maître Delacroix m'a appelé. Et tu n'as rien trouvé à redire? Que veux-tu que je redise? Si tu veux divorcer, c'est ton droit. Ma tranquillité apparente la déconcertait. Elle s'attendait à des cris, des reproches, des supplications. Tu n'es pas en colère? Pourquoi serais-je en colère? Parce que je veux te quitter. Si tu n'es plus heureuse avec moi, mieux vaut qu'on se sépare. Je ne vais pas te retenir de force. Céline ne comprenait pas. Mon attitude détachée ne correspondait pas au scénario qu'elle avait imaginé. Mais nos finances? Quoi, nos finances? L'avocat dit qu'il y a des complications. Des blocages que je ne connaissais pas. Céline, tu gères ta boîte, je gère la mienne. Nous avons chacun nos domaines de compétences. Tu t'occupes de marketing digital, je m'occupe de gestion patrimoniale. Mais nous sommes mariés. Justement. C'est pour ça que nos investissements sont si imbriqués. Pour optimiser fiscalement, tu te souviens? Elle se souvenait effectivement. 3 ans plus tôt, sur les conseils de notre conseiller financier, nous avions restructuré nos placements pour minimiser nos impôts. Opération judicieuse à l'époque, mais qui compliquait singulièrement tout partage. Combien on peut récupérer réellement? Difficile à dire. Il faut faire le point avec nos conseillers. Liquidité immédiate? Peut-être 300 000 euros chacun. Pour le reste, il faudra attendre la fin des périodes de blocage. 300 000 euros? En cash immédiatement disponible, oui. Céline accusait le coup. Elle comptait sur 1 million d'euros pour démarrer sa nouvelle vie. 300 000, c'était largement insuffisant pour maintenir son train de vie habituel. Et si on attend? Dans 3 ans, quand tous les placements arriveront à maturité, on pourra récupérer l'intégralité. Mais d'ici là? D'ici là quoi? D'ici là, il faut vivre. Payer les crédits en cours, entretenir la maison, assumer nos charges communes. On ne peut pas vendre la maison? Bien sûr qu'on peut. Mais il faut rembourser le crédit par anticipation. Pénalités incluses, ça nous coûtera 50 000 euros. Nouveau mensonge. Mais Céline ne pouvait pas le vérifier. Et mes revenus professionnels? Ils restent à toi, évidemment. Mais suffisent-ils à financer ton nouveau style de vie? Question cruelle. Céline gagnait bien sa vie, mais pas assez pour s'offrir le luxe auquel elle était habituée. Thomas. Oui? Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre un peu? Le temps de voir comment évoluent nos investissements? Exactement la réaction que j'espérais. Céline découvrait que quitter un mari fortuné avait un coût qu'elle n'avait pas anticipé. Attendre combien de temps? Je ne sais pas. 6 mois? 1 an? Et pendant ce temps, on fait quoi? On continue à vivre ensemble en faisant semblant? On pourrait réessayer. Réessayer?
Notre couple. Faire des efforts. Retrouver ce qu'on a perdu. Les mots sonnaient faux dans sa bouche. Céline ne voulait pas sauver notre mariage, elle voulait sauver son patrimoine. Tu crois vraiment qu'on peut revenir en arrière? Pourquoi pas? Il n'y a rien que tu veuilles me dire avant? Rien d'important? Elle a pâli. Ma question sous-entendait clairement que je savais quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas. Des choses qui pourraient expliquer notre éloignement. Des rencontres. Des tentations. Thomas. Oui. Il n'y a rien. Mensonge. Mais elle s'accrochait à sa version, espérant que je n'avais que des soupçons. Parfait. Alors essayons de nous retrouver. Vraiment? Pourquoi pas? Mais à une condition. Laquelle? L'honnêteté totale. Plus de mensonges, plus de cachotterie. Si on repart sur des bases saines. Céline a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle calculait. Comment continuer à voir Maxime tout en me donnant le change? Comment gagner du temps sans renoncer à sa liaison? D'accord, a-t-elle fini par dire. Parfait. Cette nuit-là, elle n'a pas murmuré le prénom de Maxime. À la place, elle a fait semblant de s'intéresser à moi, de retrouver une intimité conjugale qu'elle avait désertée depuis des mois. Performance d'actrice consommée, mais qui ne me trompait plus. Le lendemain, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai appelé notre conseiller financier et notre banquier. Réunion d'urgence pour réorganiser notre stratégie patrimoniale en vue d'optimiser notre cash flow. En réalité, je voulais verrouiller nos actifs, rendre impossible toute liquidation précipitée. Si Céline changeait d'avis et décidait malgré tout de partir, elle découvrirait que j'avais sécurisé nos finances communes. L'après-midi même, j'ai reçu un appel de Maxime. Il faut qu'on se revoie. Ah? Céline m'a tout raconté. Votre petit jeu avec l'avocat. Vos mensonges sur votre situation financière. Mes mensonges? Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne sais rien du tout. Mais je vous écoute. Même endroit qu'hier. Dans 1 heure. Il a raccroché. Manifestement, ma stratégie portait ses fruits. Le couple adultère commençait à se fissurer sous la pression économique. 1 heure plus tard, je retrouvais Maxime au Café de la Paix. Cette fois, il était nerveux, agressif. L'homme sûr de lui de notre première rencontre avait disparu. Vous jouez avec nous? A-t-il attaqué d'emblée. Comment ça? Vos histoires de crédit, de blocage, d'investissements illiquides? Céline a vérifié. Vous n'avez plus que 50 000 € de crédit immobilier. C'est exact. Alors pourquoi vous avez parlé de 400 000 à l'avocat? J'ai parlé de l'ensemble de nos emprunts. Professionnels inclus. Quels emprunts professionnels? Ceux que nous avons contractés pour développer nos affaires respectives. Céline n'a aucun emprunt professionnel. Mais moi, si. Et comme nous sommes mariés sous le régime de la communauté universelle? Maxime comprenait enfin. Mes dettes professionnelles engageaient automatiquement Céline. Vous nous piégez. Je protège mes intérêts. Nuance. Céline veut revenir avec vous. Je sais. Vous croyez vraiment qu'elle vous aime encore? Non. Ma franchise le déstabilisait. Alors pourquoi vous acceptez? Parce que ça m'arrange. Comment ça vous arrange? J'ai souri. Enfin, nous touchions au cœur du problème. Maxime, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Céline ne m'aime plus, c'est évident. Mais elle aime ce que je lui apporte. La sécurité financière, le confort matériel, le statut social. Elle est prête à renoncer à tout ça pour moi. Vraiment? Alors pourquoi elle veut faire une pause dans votre relation? Pourquoi elle préfère attendre que nos investissements arrivent à maturité? Maxime encaissait le coup. Céline ne lui avait manifestement pas tout dit. Elle vous a parlé de pause? Hier soir. 6 mois minimum. Le temps de voir comment évolue notre situation patrimoniale. Je ne vous crois pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'historique de mes SMS. Tenez, lisez. Maxime a lu les messages que Céline m'avait envoyés dans la nuit. Des messages où elle parlait de prendre du recul, de faire le point, de ne pas précipiter les choses. Elle-même, a-t-il murmuré, mais sa conviction faiblissait. Bien sûr qu'elle vous aime. Mais elle aime aussi son confort. Et quand il faut choisir? Vous êtes cynique. Je suis réaliste. Céline a 40 ans.
Elle ne va pas tout plaquer pour recommencer à zéro avec un photographe indépendant, aussi séduisant soit-il. Maxime se taisait. Il mesurait enfin les enjeux réels de sa liaison avec une femme mariée fortunée. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il fini par demander. « Que vous disparaissiez de sa vie. »« Et si je refuse ?» Alors vous découvrirez jusqu'où peut aller un mari trahi qui a les moyens de se défendre. Je me suis levé, laissant Maxime seul avec ses doutes. En sortant du café, j'ai eu la certitude d'avoir gagné la première manche. Le soir même, Céline a reçu un appel de Maxime. Je n'entendais que sa partie de la conversation, mais elle était révélatrice. « Quoi ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Maxime, écoute-moi. Non, attends. Maxime ? Maxime !» Il avait raccroché. Céline contemplait son téléphone avec une expression de panique. « Problème ?» ai-je demandé innocemment. « Non, non. Juste un client difficile. » Mais je voyais bien qu'elle était effondrée. Son amant venait de la lâcher, et elle se retrouvait seule face à ses mensonges. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Céline a pleuré dans son sommeil. Pas des larmes d'amour, mais des larmes de rage et de frustration. 3 jours se sont écoulés dans un silence de plomb. Céline tournait en rond dans la maison comme un animal en cage, consultant compulsivement son téléphone, espérant un appel de Maxime qui ne venait pas. Elle avait tenté de le joindre une dizaine de fois, mais il ne répondait plus. Le photographe avait manifestement décidé de couper les ponts. Le mercredi matin, elle a craqué. « Thomas, il faut que je te dise quelque chose. » Nous prenions le petit déjeuner dans la cuisine baignée de soleil. Scène domestique parfaite qui masquait l'explosion à venir. « Je t'écoute. » J'ai eu une liaison. Les mots étaient sortis d'un coup, comme si elle se libérait d'un poids insupportable. Céline me regardait avec des yeux implorants, espérant une réaction de colère ou de douleur qui lui aurait permis de jouer la carte de la culpabilité. Mais je n'ai pas bronché. J'ai continué à beurrer ma tartine avec une application méthodique, comme si elle venait de me parler de la météo. « Ah » ai-je fini par dire. « Ah ? C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je ne sais pas, que tu es en colère. Que tu souffres ? Quelque chose. » J'ai levé les yeux vers elle. Céline avait cette expression de petite fille prise en faute, mélange de culpabilité et d'espoir de pardon. « Depuis combien de temps ? » 4 mois. Qui ? Elle a hésité. Avouer l'identité de son amant, c'était rendre la trahison plus concrète, plus blessante. Un collaborateur. Un photographe. Maxime Durand. Cette fois, elle a sursauté. Mon calme apparent venait de voler en éclats. « Comment tu ? Comment je le sais ? » J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier photo que j'avais constitué au fil des semaines. Image de sa BMW garée devant l'immeuble de Maxime, capture d'écran de leurs échanges sur les réseaux sociaux, relevé de ses achats de lingerie et de champagne. « Depuis quand tu sais ?» a-t-elle murmuré. « Depuis la première nuit où tu as murmuré son prénom dans ton sommeil. » Céline est devenue livide. Elle réalisait soudain que depuis des semaines, elle jouait une comédie devant un spectateur qui connaissait déjà la fin de la pièce. « Pourquoi tu n'as rien dit ? » Parce que je voulais comprendre. Comprendre comment ma femme, celle que je croyais connaître par cœur, pouvait me mentir si facilement. Comprendre comment 15 ans de mariage pouvaient s'effacer devant les charmes d'un photographe. Thomas. Comprendre aussi jusqu'où tu étais prête à aller. Et j'ai eu ma réponse. J'ai sorti d'autres documents de mon attaché-caisse. Les rapports du détective privé qu'elle avait engagé contre moi, ses recherches d'appartements dans le 11e, ses consultations d'avocats spécialisés. Tu m'as fait espionner. Tu as préparé ton départ dans le moindre détail. Tu as même ouvert un compte bancaire individuel pour te constituer un pécule de secours. Céline contemplait les preuves étalées sur la table, incapable de nier l'évidence. Je voulais juste me protéger. Te protéger ? De quoi ? De qui ? De ta réaction. Tu es si méthodique. Si froid quand tu es en colère. J'avais peur que tu utilises notre argent contre moi. Et tu as eu raison. Le ton de ma voix avait changé. Fini le mari blessé, place au stratège qui dévoile enfin son jeu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Que depuis 3 semaines, je me prépare aussi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait pivoter l'écran vers elle. À l'écran, des tableaux Excel complexes, des graphiques, des calculs financiers. Regarde bien, Céline. Voici l'état réel de notre patrimoine commun.
Ses yeux ont parcouru les chiffres, d'abord avec incompréhension, puis avec une stupeur croissante. 2 700 000 euros? Mais quoi? Tu pensais que j'allais rester les bras croisés pendant que tu organisais ta sortie? Les investissements ont monté? Entre autres. J'ai aussi réorganisé notre structure patrimoniale. Optimisation fiscale, vous connaissez. En réalité, j'avais surtout transféré certains actifs vers des montages complexes qui rendaient leur liquidation extrêmement difficile. Tout à fait légal, mais parfaitement efficace pour bloquer les velléités de départ de ma femme. Thomas, qu'est-ce que tu as fait? J'ai protégé nos intérêts communs. Nos intérêts à tous les deux. Mais si on divorce? Ah, mais qui te dit qu'on va divorcer? Céline ne comprenait plus. L'homme qu'elle croyait manipuler depuis des mois lui échappait complètement. Tu ne veux plus divorcer? Moi? Mais je n'ai jamais voulu divorcer. C'est toi qui voulais partir, souviens-toi. Mais maintenant que tu sais? Maintenant que je sais quoi? Que tu as couché avec un autre homme? J'ai refermé l'ordinateur d'un geste sec. Céline, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu penses que cette liaison change tout entre nous? Que je ne peux plus vivre avec une femme qui m'a trompé? Tu te trompes. Comment ça? Je m'en fiche complètement. Les mots ont claqué comme une gifle. Céline s'attendait à tout sauf à ça. Tu t'en fiches? Totalement. Tu veux savoir pourquoi? Elle a hoché la tête, hypnotisée. Parce que tu n'es plus ma femme depuis longtemps. Tu es devenu mon associé. Ma partenaire d'affaires. Et les associés, ça ne trompe pas. Ça respecte les contrats. Thomas. Notre contrat, c'est notre mariage. Nos engagements financiers communs. Notre patrimoine partagé. Le reste? Le sexe, les sentiments, l'amour? Tout ça, c'est secondaire. Céline était pétrifiée. Elle découvrait un homme qu'elle ne connaissait pas. Tu es en train de me dire que si tu veux baiser avec un photographe, libre à toi. Du moment que tu assumes tes responsabilités conjugales. Mes responsabilités conjugales? Maintenir notre train de vie. Préserver notre image sociale. Optimiser nos revenus communs. Honorer nos engagements financiers. J'ai sorti un document de mon attaché-caisse et je l'ai posé devant elle. Qu'est-ce que c'est? Un avenant à notre contrat de mariage. Céline a parcouru le document, les yeux écarquillés. Tu veux qu'on reste mariés mais que je renonce à tous mes droits sur tes revenus futurs? En échange, tu gardes accès à notre patrimoine commun actuel. Et tu peux continuer tes petites aventures. Discrètement. C'est du chantage. C'est un arrangement commercial. Tu voulais la liberté? Tu l'auras. Mais pas gratis. Céline contemplait le document comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Et si je refuse? Alors on divorce. Mais dans des conditions que tu n'as pas anticipées. Quelles conditions? J'ai sorti une nouvelle liasse de papier. Procédure pour faute. Adultère avéré. Détournement de fonds conjugaux pour financer ta liaison. Mes avocats ont calculé que tu me devrais environ 80 000 euros de remboursement. 80 000 euros? Hôtel, restaurant, lingerie, cadeaux, champagne. Tout ce que tu as payé avec notre argent commun pour séduire ton amant. Mais c'est dérisoire comparé à notre patrimoine. Peut-être. Mais il y a autre chose. Quoi? Mes nouveaux investissements. J'ai rouvert l'ordinateur et j'ai affiché d'autres tableaux. Pendant que tu t'amusais avec Maxime, j'ai investi massivement dans de nouveaux projets. Crypto-monnaies, startups technologiques, placements offshore. Des secteurs à très haut risque mais à très fort potentiel. Et alors? Et alors? Alors, si ces investissements se plantent, nous perdons tout. Mais s'ils réussissent, nous devenons très riches. Très très riches. Céline étudiait les chiffres avec attention. Certains projets affichaient déjà des gains substantiels. Tu as investi notre argent commun sans me consulter? J'ai investi mon argent dans des projets d'avenir. Légalement, j'en avais parfaitement le droit. Mais si on divorce maintenant? Si on divorce maintenant, tu récupères ta part du patrimoine actuel. Environ 1 million d'euros, déduction faite des frais de procédure et des remboursements que tu me dois. Et si on reste mariés? Si on reste mariés et que mes investissements se révèlent fructueux, tu partages les bénéfices. Dans 5 ans, ta part pourrait valoir 10 fois plus. Céline calculait frénétiquement. Partir maintenant avec 1 million d'euros, ou rester et espérer un jackpot à 10 millions. C'est un pari.
Tout est pari dans la vie. La question, c'est, es-tu prête à le prendre? Elle a relu l'avenant au contrat de mariage. Les clauses étaient draconiennes mais pas illégales. Elle gardait sa liberté sexuelle en échange d'une discrétion absolue et d'une renonciation partielle à ses droits patrimoniaux futurs. Et Maxime? Quoi, Maxime? Tu acceptes que je continue à le voir? Si c'est ce que tu veux. Mais à tes frais. Et sans compromettre notre image de couple modèle. Il ne veut plus me parler. Ah! J'ai fait semblant de compatir, mais intérieurement, je jubilais. Mon plan avait parfaitement fonctionné. Dans ce cas, tu trouveras quelqu'un d'autre. Ou pas. Ça m'est égal. Céline était déchirée. L'offre était tentante financièrement, mais humiliante sentimentalement. Tu me laisses réfléchir? Bien sûr. Tu as 48 heures. Et après? Après, je retire ma proposition et on passe au plan B. Le plan B? Divorce conflictuel. Guerre juridique totale. Céline a ramassé les documents et s'est dirigée vers la porte. Céline? Oui. Au cas où tu accepterais? Oui. N'oublie jamais que désormais, je sais qui tu es vraiment. Et que tu sais qui je suis vraiment. Elle est sortie sans répondre, mais j'ai vu ses épaules s'affaisser. Céline venait de comprendre qu'elle n'était pas la seule à savoir jouer la comédie. Le soir même, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Thomas Martineau? Lui-même. Commissaire Dubois, police judiciaire. Nous aurions besoin de vous parler concernant monsieur Maxime Durand. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que Maxime avait fait? À quel sujet? Monsieur Durand a porté plainte contre vous pour menaces et chantage. Pouvez-vous passer au commissariat demain matin? J'ai raccroché, un sourire aux lèvres. Maxime venait de faire exactement ce que j'espérais. Il venait de révéler publiquement sa liaison avec ma femme. Car maintenant, j'avais toutes les preuves officielles dont j'avais besoin pour la phase finale de mon plan. 2 heures plus tard, Céline est rentrée. Elle tenait une enveloppe à la main. J'ai signé, a-t-elle dit simplement. Parfait. Mais je veux que tu saches une chose. Quoi? Je ne t'aimerai plus jamais. Je sais. Et toi? Tu m'as déjà aimé? Vraiment? J'ai réfléchi quelques secondes. Question légitime qui méritait une réponse honnête. Oui. Au début. Avant que tu deviennes un investissement rentable. Céline a encaissé le coup sans broncher. Elle commençait à comprendre les nouvelles règles du jeu. Thomas? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'étais pas comme ça avant. Avant quoi? Avant que tu découvres pour Maxime. J'ai souri. Question naïve de la part d'une femme qui venait de signer sa soumission financière. Tu te trompes, Céline. J'ai toujours été comme ça. Tu ne l'avais juste jamais remarqué. Elle m'a fixé longuement, comme si elle découvrait un étranger. Tu me fais peur. Tant mieux. La peur, c'est la garantie du respect des contrats. Cette nuit-là, Céline n'a pas murmuré de prénom dans son sommeil. Elle n'a pas dormi du tout. Moi non plus d'ailleurs. J'étais trop occupé à préparer la phase finale. Car demain, quand j'irai voir le commissaire Dubois, j'aurai une petite surprise pour Maxime. Une surprise qui allait clore définitivement ce chapitre de nos vies. Le photographe avait voulu jouer au plus malin. Il allait découvrir que dans cette partie d'échecs, j'avais toujours eu 3 coups d'avance. Et que la véritable vengeance, parfois, c'est de transformer ses ennemis en complices involontaires de leur propre destruction. Tu as été piégé depuis le premier jour. Fin. Mais l'histoire continue, car ce que Céline ne sait pas encore, c'est que sa signature sur ce contrat n'était que la première étape d'un plan bien plus vaste. Un plan qui implique Maxime, la police, et certains investissements qui n'existent peut-être pas. À suivre dans « Cette nuit-là, j'ai découvert qui j'étais vraiment ».